La Russie se présente souvent comme un colosse militaire se vantant de posséder la deuxième plus grande armée du monde débordante d'un arsenal qui sur le papier devrait dominer. Elle dispose de la deuxième force aérienne la plus puissante juste derrière les États-Unis et d'un inventaire de chars et d'artillerie qu'aucun autre pays ne peut égaler. Sa flotte navale chargée de plus de corvettes et de sous-marins que quiconque devrait en faire un titan de la guerre conventionnelle. Pourtant, le conflit en cours en Ukraine brosse un tableau radicalement différent. Malgré une supériorité numérique écrasante et une puissance de feu massive, la Russie peine à obtenir une victoire décisive face à un adversaire nettement plus petit. Cet écart flagrant entre attente et réalité soulève la question à quel point les armes russes sont-elles efficaces sur la scène mondiale ? Sont-elles vraiment aussi redoutables qu'on le prétend, ou y a-t-il une fragilité cachée dans la puissance militaire russe ? Nous faisons tourner cette chaîne avec des moyens très limités. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés pour débloquer la monétisation et améliorer la qualité ainsi que la régularité des vidéos. Si vous voulez des mises à jour rapides et claires, abonnez-vous. Explorons la vérité sur les armes russes et découvrons à quel point elles sont mauvaises. Une partie de la raison peut tenir aux tactiques de la Russie, une autre au fait que l'Ukraine a reçu un soutien substantiel des pays occidentaux alors qu'elle tente de repousser les ambitions du président Vladimir Poutine. Mais il y a une autre raison pour laquelle l'armée russe n'est pas aussi forte en pratique que sur le papier. Beaucoup d'armes russes sont mauvaises. Si mauvaises qu'elles n'ont pas réussi à suivre ce que produit l'Occident, ce qui conduit les soldats russes en Ukraine à subir de lourdes pertes. Ce n'était pas le cas dans le passé. Au plus fort de la guerre froide, les armes russes avaient la réputation d'être robustes et bien fabriquées. Elles manquaient peut-être de tous les gadgets associés aux armes américaines, mais elles faisaient ce qu'elles avaient à faire sur le champ de bataille. Elles fonctionnaient. Prenez le char T-34 comme exemple. Introduit en 1940, le T-34 est devenu le char le plus réussi de la Russie. C'était aussi une véritable leçon d'innovation, devenant le premier char moderne à intégrer un blindage incliné, ce qui rend plus difficile pour les armes anti-chars de pénétrer la coque du véhicule, et à disposer d'un système de suspension indépendant qui le rendait plus manœuvrable. Cette innovation de conception couplée à un accent mis sur la fonctionnalité allait devenir la marque de fabrique de l'armement russe pendant des années. Le pays a construit des sous-marins nucléaires, des avions de chasse, capables de rivaliser avec ce que les États-Unis avaient de mieux à offrir, et peut-être plus célèbre encore l'Ak-47 Kalachnikov. Souvent considérée comme l'une des carabines les plus fiables au monde, l'Ak-47, et ses variantes se sont vendues à 100 millions d'unités et selon Military.com demeure l'arme d'infanterie standard pour 106 pays. Ce genre de vente n'arrive pas pour une arme médiocre. Elles sont aussi révélatrices des exportations militaires russes par le passé. Jusqu'aux années 1980, la Russie était l'un des principaux exportateurs d'armes au monde, ne étant dépassé que par les États-Unis en termes de volume pur vendu. Visual Capitalist fournit ici des données intéressantes montrant que les exportations d'armes russes tournaient autour de la barre des 40 milliards de dollars par an pendant une grande partie des années 1980, avant de tomber au niveau de 30 milliards de dollars en 1990 et de ne jamais s'en remettre. Encore une fois, ce genre de vente n'arrive pas à moins que les acheteurs soient satisfaits du produit. Et un acheteur satisfait, en termes militaires, devrait indiquer qu'un pays produit de bonnes armes, ou dans le cas de la Russie, produisait de bonnes armes. Le fait est que les ventes d'armes russes sont en baisse constante depuis des années. Nous en avons vu un aperçu dans les années 2010 Visual Capitalist, montrant que les exportations russes sont passées sous la barre des 20 milliards de dollars entre 2000 et 2004, moins de la moitié des ventes réalisées dans les années 1980. Une reprise dans les années qui ont suivi a ramené les exportations de la Russie à la barre des 30 milliards de dollars. Mais ces dernières années, les exportations d'armes russes ont chuté de manière spectaculaire. Bien sûr, certains pourraient soutenir que c'est logique. La Russie est engagée dans un long conflit avec l'Ukraine, il est donc naturel que le pays stocke des armes pour les envoyer à ses troupes plutôt que de les vendre à d'autres pays. Et cela serait logique si le déclin n'avait pas commencé bien avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine. Selon GIS, une société d'analyse et de prévision géopolitique, la part de la Russie sur le marché mondial des armes est passée de 22% entre 2013 et 2017 à 16% entre 2018 et 2022.
Vous noterez qu'il s'agit des 4 années précédant la guerre en Ukraine, montrant que l'opinion mondiale sur les armes russes se dégradait bien avant le début du conflit. La perte d'un si grand nombre de ventes à l'Inde a été le point le plus bas de cette période de déclin pour l'industrie d'armement russe. Entre 2018 et 2022, les ventes à l'Inde ont baissé de 37%. Cela reflète le niveau des ventes à 7 autres des 10 plus grands clients de la Russie, qui ont collectivement chuté en moyenne de 59%. Seules la Chine et l'Égypte achetaient plus d'armes à la Russie entre 2018 et 2022 qu'entre 2013 et 2017. Ce qui nous amène à une question évidente, pourquoi ce déclin ? Un article de Politico d'avril 2024 avance que la guerre en Ukraine a mis à nu les armes russes pour ce qu'elles sont réellement, révélant que la compétence militaire et la capacité de fabrication d'armes de la Russie relèvent du mythe. En clair, ces armes ne sont pas à la hauteur de la réputation qu'elles avaient à l'époque soviétique. Il cite aussi l'Inde comme principal exemple de l'attitude mondiale envers l'armement russe moderne. Le pays a dépensé 60 milliards de dollars en armes russes au cours des 20 dernières années, mais ce chiffre chute de façon spectaculaire. Entre 2009 et 2013, la Russie représentait 76% des importations d'armes de l'Inde. Entre 2018 et 2023, ce chiffre a été divisé par 2. La Russie ne représentait plus que 36% des armes achetées par l'Inde. La raison, les armes russes sont anciennes et défaillantes. C'est ce qu'affirme un dossier compilé par le ministère de la Défense de l'Ukraine qui a examiné des armes russes récupérées sur le champ de bataille afin de révéler que la plupart sont au mieux peu fiables et au pire ne respectent absolument pas les normes modernes. Le dossier soutient que les hélicoptères et véhicules blindés russes sont si faibles que beaucoup ne peuvent pas résister à des tirs d'armes légères. De plus, ces missiles sont imprécis. L'Ukraine affirme qu'ils n'ont qu'une chance de 33% de toucher leur cible. Dans une déclaration d'août 2022, un analyste des affaires mondiales nommé Emesakoru Donatus s'est concentré sur l'hélicoptère d'attaque K-52 Alligator comme exemple. Souvent vanté comme l'hélicoptère le plus moderne de la Russie, le K-52 est censé être l'équivalent d'un char volant, doté d'une cabine capable d'encaisser sans problème des impacts directs de balles de calibre 12,7 mm. La réalité est bien différente, comme l'explique Donatus. Cependant, comme cela s'est avéré en pratique, le K-52 peut être neutralisé avec une mitrailleuse de 7,62 mm. On est loin d'un char volant, ce qui montre que les armes russes ne sont souvent pas à la hauteur des affirmations que le pays fait à leur sujet. C'est peut-être pour cela que tant de pays cherchent ailleurs pour s'approvisionner en armes. Ils voient au travers de l'écran de fumée russe, surtout une fois qu'ils ont ces armes défaillantes entre les mains. Le K-52 n'est qu'un exemple. Passons à un examen plus approfondi de certaines armes russes, en commençant par un équipement censé être un joyau de la couronne du pays, le char T-90. Créé à la fin de l'ère soviétique, le T-90 constituait une amélioration massive par rapport aux chars plus anciens T-72 et T-80 de l'arsenal russe. Et pour l'époque du moins, il figurait parmi les meilleurs chars du monde. Doté d'un blindage réactif et d'un blindage composite avancé, ainsi que d'un canon de 125 mm et d'un système de conduite de tir aussi moderne qu'il pouvait l'être, il avait tout d'un char moderne sur le papier. Mais bien avant la guerre en Ukraine, il commençait déjà à être mis à nu. Les conflits de la Russie en Tchétchénie et en Syrie ont révélé que le T-90 était vulnérable à la plupart des systèmes anti-chars modernes. Une fois que les drones sont devenus plus présents sur le champ de bataille, il s'est avéré encore plus vulnérable. Selon The National Interest, les combattants tchétchènes et syriens qui l'ont affronté disent que vous n'avez même pas nécessairement besoin d'une forme d'attaque moderne pour éliminer un T-90. Une grenade propulsée par roquette standard fait le travail le plus souvent. La guerre en Ukraine a exposé le T-90 encore davantage. Non seulement il doit faire face aux tirs de grenades propulsés par roquettes que les Tchétchènes et les Syriens utilisaient pour détruire plusieurs de ces chars, mais il doit aussi affronter des systèmes anti-chars modernes comme le Javelin. Frappant par le haut, le Javelin est capable de pénétrer facilement le blindage d'un T-90, le laissant comme une carcasse détruite. L'Ukraine avait reçu 7000 Javelins des États-Unis d'ici avril 2022, et elle les utilise depuis pour semer le chaos dans les chars russes.
La Russie n'a pas été en mesure de répondre efficacement à ce type d'armement anti-char. En octobre 2023, Forbes rapportait que la Russie avait perdu plus de 2100 chars en Ukraine, à ce moment-là le T-90 représentant environ 60 de ces pertes. Cela en soi est révélateur. Si le T-90 est censé être le meilleur char de la Russie, pourquoi en a-t-elle envoyé si peu en Ukraine par rapport à ses autres chars beaucoup plus anciens? La situation est devenue si grave, selon Forbes, que la Russie a été contrainte de réactiver des T-72, des T-62 et même des T-54 et des T-55. Certains de ces chars ont environ 70 ans, et ça empire. La Russie est si désespérée de protéger ses chars contre les armes anti-chars modernes qu'elle a commencé à s'appuyer sur ce que les médias appellent moqueusement des cop cages. Vice rapporte que ces cages, qui semblent être construites à la hâte avec des matériaux du quotidien avant d'être posées de manière approximative au-dessus de la tourelle d'un char, ont été vues pour la première fois en novembre 2021 lorsque des chars russes ont commencé à entrer en Crimée. Sans aucune uniformité dans leur conception, ces cages semblaient être une tentative désespérée de se défendre contre des armes comme le javelin. Le concept est assez simple. Un javelin qui autrement frapperait un char frappe d'abord la cage et l'explosion qui s'ensuit ne parvient pas à pénétrer le char. Ces cop-cages n'ont pas fonctionné. Si elles avaient fonctionné, la Russie n'aurait pas perdu bien plus de 2000 chars en Ukraine. Toute la situation montre que la Russie a échoué à moderniser ses chars pour qu'ils puissent faire face aux armes anti-chars modernes. Dans le cas du T-90, ce n'est pas nécessairement un mauvais char. Certainement pas dans le contexte de la guerre en Ukraine, puisque l'Ukraine a été forcée de s'appuyer sur des modèles T-62 et T-72. Selon un lieutenant ukrainien nommé Oleksandr Romanchuk, il faut 2 ou 3 de ces chars plus anciens pour avoir une chance face au T-90. Il semble plutôt que le T-90 soit un vestige d'une forme de guerre de plus en plus rare. Il peut encore l'emporter lorsqu'on le compare à beaucoup d'autres chars, en particulier ceux conçus avant lui. Mais c'est un joyau de l'ère soviétique qui est brisé à répétition par des armes anti-chars contre lesquelles il n'a jamais été conçu pour avoir une véritable défense. Passons maintenant aux missiles russes. Plus tôt, vous avez entendu l'affirmation d'Emesakoru Donatius, selon laquelle les missiles russes ne sont pas particulièrement précis. Il a approfondi cette affirmation en 2022, soutenant que des évaluations d'experts des missiles russes sur le territoire ukrainien ont constaté que le missile de croisière calibre 3M14, qui est lancé depuis la mer, n'avait qu'une chance de 33% d'atteindre sa cible. Pire encore, environ 30% de ces missiles ont touché des cibles civiles plutôt que les cibles militaires qu'ils visent. Un rapport de Reuters, publié en mars 2022, semble appuyer ces affirmations. Il citait 2 responsables américains qui parlaient sous couvert d'anonymat, et leurs déclarations selon lesquelles les missiles russes subissaient des taux de défaillance pouvant atteindre 60% durant les 2 premiers mois de la guerre. Reuters a spéculé que ces taux de défaillance pourraient expliquer pourquoi la Russie n'a pas établi un contrôle aérien précoce malgré une armée bien plus importante. De plus, c'est pourquoi la Russie a eu du mal à capturer rapidement des objectifs dans les jours précédant le moment où l'Ukraine recevait un soutien régulier de l'Occident. Pour contexte, les États-Unis estimaient que la Russie avait tiré 1100 missiles sur l'Ukraine jusqu'au 25 mars 2022. Si le taux de défaillance de 60% est exact, cela signifie que 660 de ces missiles n'ont soit pas touché leur cible, soit n'ont pas explosé lorsqu'ils l'ont fait. Selon les experts militaires auxquels Reuters a parlé, un taux de défaillance de 20% serait considéré comme élevé. Un taux de 60% est catastrophique. Defense News avance que, comme nous l'avons vu avec les chars russes, les missiles du pays n'ont pas réussi à suivre les évolutions modernes. En mai 2023, il notait que les frappes de missiles russes contre les infrastructures ukrainiennes devenaient moins fréquentes. Cela intervenait après une année durant laquelle le pays était devenu de plus en plus dépendant des frappes de missiles, ce qui était moins un signe que les frappes fonctionnaient qu'un signe que la Russie n'atteignait pas ses objectifs. Le média affirme qu'une stratégie typiquement très axée sur les missiles verrait un bombardement initial, comme nous l'avons vu durant les premiers mois de la guerre,
qui ralentirait une fois que les missiles auraient fait leur travail de destruction des infrastructures vitales et des emplacements militaires. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Une combinaison de mauvais renseignements russes et d'un manque de capacité moderne de ciblage dit Defense News en est responsable. Tout simplement, les missiles russes sont trop faciles à abattre pour l'Ukraine, en supposant même qu'ils atteignent leur cible au départ. C'est peut-être pour cela que la Russie s'appuie de plus en plus sur des armes plus anciennes, comme ces bombes planantes, pour semer la dévastation en Ukraine. Le pays a entrepris de convertir de vieilles bombes de 1,5 tonnes FAB 1500 et de 3,4 tonnes FAB 3000 en leur fixant des ailes. Les bombes sont lancées depuis l'arrière du front et les ailes leur permettent de planer jusqu'à un point proche de leur cible. Elles ne sont pas particulièrement précises, du moins comparées à la précision qu'un missile moderne devrait avoir, mais même si elles ne frappent pas exactement leur cible, elles produisent une explosion si importante qu'elles causent tout de même des dégâts massifs. On pourrait dire que l'utilisation de ces vieilles bombes représente un coup d'ingéniosité de la part des Russes, mais c'est aussi un aveu involontaire. Nos missiles ne font pas le travail, alors nous avons dû trouver d'autres moyens d'attaquer l'Ukraine. Ainsi, les chars et les missiles russes montrent clairement leur âge et échouent à des taux que personne n'attendait avant le début de la guerre en Ukraine. Mais ça empire pour la Russie. Sa force aérienne a autant de difficultés que ses troupes au sol. En février 2024, la British Broadcasting Corporation rapportait que l'Ukraine avait abattu un nombre stupéfiant de 342 avions russes ainsi que 325 de ses hélicoptères. C'est un chiffre embarrassant pour un pays censé disposer de la deuxième force aérienne la plus puissante au monde. Et encore une fois, Emesakoru Donatus a mis en avant l'une des raisons possibles lorsque plus tôt il parlait du K-52. Le char volant de la Russie peut être abattu avec des munitions assez standards. Et cela ne s'arrête pas là. Selon un article d'octobre 2023 sur Breaking Defense, les forces aérospatiales russes, ou VKS, ont du mal avec leur taux de disponibilité après avoir perdu autant d'aéronefs. Mais plus inquiétant encore pour le VKS, c'est que beaucoup des avions qu'il perd ne sont pas ces anciens chasseurs Sukhoi et MiG de l'ère soviétique. Les modèles Sukhoi plus modernes sont tout aussi susceptibles d'être abattus que les jets dépassés envoyés en Ukraine. Breaking Defense poursuit en rapportant que l'accumulation d'heures de vol de nombreux appareils russes plus anciens, comme le Su-34, dépassait déjà les projections d'avant-guerre du pays. Ces appareils sont contraints de totaliser plus d'heures dans le ciel qu'ils n'ont été conçus pour en supporter, ce qui signifie essentiellement qu'ils fonctionnent à bout de souffle d'un point de vue mécanique. Cette hausse des heures crée aussi un besoin de maintenance accrue, et le ministère de la Défense du Royaume-Uni souligne que c'est aussi un problème pour le VKS. Le besoin de maintenance supplémentaire est compliqué par une pénurie de pièces de rechange en raison de la demande croissante et des sanctions internationales. Un rapport de RAND d'août 2023 apporte plus de détails. Il indique que la Russie se retrouve dans une situation où elle essaie encore de s'éloigner des appareils de l'ère soviétique qui faisaient d'elle une force aérienne si puissante durant la guerre froide. Elle a aussi du mal à mettre en service de nouveaux avions. Environ la moitié de la flotte russe est composée d'avions soviétiques modernisés parce qu'elle n'est pas capable de construire de nouveaux moyens aériens assez vite. On retrouve donc la même situation que pour les chars russes. Le pays s'appuie sur une technologie d'une époque militaire révolue, ce qui peut expliquer pourquoi le VKS a été si peu performant en Ukraine. Quant aux heures de vol, les plateformes de l'ère soviétique que la Russie utilise si largement dans la guerre sont généralement conçues pour voler entre 2000 et 3500 heures. C'est bien en dessous des 3500 à 4500 heures que la plupart des avions militaires modernes peuvent supporter. Et même si des efforts de modernisation peuvent potentiellement prolonger les durées de vie, RAND affirme que beaucoup des avions que la Russie perd se trouvent déjà profondément dans les 1000 dernières heures de leur vie de service. À l'été 2024, l'organisation dit que le VKS tombera à 75% de sa force d'avant-guerre à cause des pertes au combat et du simple vieillissement des cellules.
Encore plus inquiétant pour la Russie, l'histoire ne semble pas s'améliorer beaucoup pour ces appareils plus récents. Prenez le Su-57 comme exemple. Un chasseur furtif censé être parmi les meilleurs chasseurs de 5e génération au monde, aujourd'hui, le Su-57 n'a pratiquement pas été utilisé en Ukraine. Une partie de cela vient simplement du fait que la Russie n'en a pas beaucoup. Elle n'en avait que 10 à la disposition du VKS au début de 2023. Mais même ainsi, 10 Su-57 auraient dû pouvoir semer la dévastation en Ukraine. La Russie affirme que l'avion est l'un des meilleurs de sa catégorie ainsi que le premier jet russe à intégrer une technologie furtive. Il devrait être présent dans la guerre. Mais il ne l'est pas. Et la raison se trouve peut-être dans la série de problèmes techniques rencontrés par l'avion durant son développement. Sur le papier, le Su-57 est censé être une combinaison d'avions d'attaque et de chasseurs, capable de détruire des cibles au sol en mer ou dans les airs. Son corps était fabriqué à partir de matériaux composites notamment de la fibre de verre des polymères et un aluminium spécial utilisé pour créer des remplissages en nids d'abeilles porteurs. Il peut aussi emporter jusqu'à 4 missiles K-77M chacun guidés par radar et pouvant être tirés au-delà de la portée visuelle. Une combinaison de 2 moteurs, refroidis par des turboréacteurs Isdeli 117 ou AL40E1F1 et de vecteurs de poussée tridimensionnels devrait lui conférer une immense maniabilité tout en lui permettant d'atteindre Mach 2 sans recourir aux post-combustion. Cependant, la réalité est bien différente. Des problèmes de production font que le Su-57, dont le premier vol a eu lieu en janvier 2010, n'est même entré en service qu'en décembre 2020, soit 10 ans complets après avoir pris les airs pour la première fois. Et lorsqu'il l'a fait, plusieurs experts en aviation ont noté qu'il est loin d'être le chasseur furtif que la Russie prétend qu'il est. L'un de ces experts, Chris Bolton, a pris les réseaux sociaux pour souligner que l'avion a une surface équivalente radar, similaire à celle du F/A-18E/F Super Hornet. C'est notable parce que le Super Hornet n'est pas un chasseur furtif. Le F-35 l'est, et le Su-57 a une surface équivalente radar 1000 fois plus grande que le principal chasseur furtif américain. Cette mauvaise surface équivalente est un problème majeur. Après tout, un chasseur furtif qui apparaît si clairement au radar n'est pas un chasseur furtif du tout. C'est peut-être pour cela que le Kremlin ne l'a pas déployé au-dessus du ciel ukrainien. Il sait qu'il y a de fortes chances que l'un de ces 10 Su-57 soit abattu le laissant avec un œuf sur le visage, alors qu'il tente d'expliquer pourquoi un chasseur furtif qu'il prétend se diriger vers la 6e génération de jets a été si facilement descendu par un pays qui ne devrait pas être prêt pour cela. Ainsi, nous retrouvons le problème de la Russie qui s'appuie sur de vieilles technologies de l'ère soviétique dans la guerre contre l'Ukraine. Seul le Su-57 ajoute un autre problème. Même la technologie la plus récente de la Russie semble incapable d'opérer à la capacité attendue. D'où le fait que la Russie ne domine pas le ciel au-dessus de l'Ukraine. Mais qu'en est-il des mers ? En chiffres bruts, la Russie possède la plus grande marine du monde, avec près de 750 moyens. Elle aurait dû pouvoir utiliser cette marine contre l'Ukraine via la mer Noire, sa redoutée flotte de la mer Noire étant censée aider la Russie à revendiquer les seules eaux qui mènent à l'Ukraine. Mais là encore, cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, la marine ukrainienne, qui représente environ 1/7 de la taille de celle de la Russie, a d'une manière ou d'une autre réussi à décimer la flotte de la mer Noire. Selon The Guardian, elle en avait détruit 1/3 d'ici mars 2024, l'une de ses frappes les plus récentes ayant éliminé le Konstantin Olshansky, un navire de débarquement amphibie stationné à Sébastopol sous contrôle russe. En fait, tout ce que la marine russe a réussi à faire, c'est une incursion amphibie à Odessa durant les premières semaines de la guerre. Depuis, l'Ukraine a réussi à se défendre contre la flotte de la mer Noire, en utilisant des attaques côtières pour cribler les navires de surface de Poutine de missiles et de munitions. Warrior Maven souligne qu'un problème déjà mis en évidence dans d'autres armes russes affecte aussi sa marine, une dépendance excessive à la vieille technologie soviétique. Par exemple, l'admiral Nakhimov, un croiseur de bataille russe, est toujours armé d'une puissance de feu développée dans les années 1980. Il n'a pas de missiles hypersoniques, et bien qu'il soit presque aussi grand qu'un cuirassé de classe Iowa, il embarque bien moins de puissance de feu que des navires comparables.
Le United States Naval Institute, ou USNI, approfondit. Il souligne que la marine russe a connu une vaste période de modernisation débutant dans l'après-coup de la guerre de 2008 entre la Russie et la Géorgie. Dans les 14 années entre la fin de cette guerre et le début de celle en Ukraine, la Russie aurait dû avoir largement le temps de produire de nouveaux combattants de surface et sous-marins, ainsi que d'améliorer les capacités de sa flotte existante. L'investissement a été accordé. Pourtant, la marine russe, bien qu'en croissance en taille, est encore très loin de ce à quoi on pourrait s'attendre. Une partie de la raison, selon l'USNI, réside dans l'approche russe de sa marine. Historiquement, le pays a toujours orienté ses navires vers des préoccupations de sécurité continentale, les rendant peut-être mal équipés, pour faire face à quelque chose comme une invasion amphibie de l'Ukraine. Mais plus inquiétantes pour la Russie sont les périodes de négligence traversées par sa marine. Par exemple, l'effondrement de l'Union soviétique a conduit la Russie à réduire sa marine de 75%, la plaçant dans une position où elle devait rattraper son retard une fois que la Russie a atteint un point où elle avait de nouveau besoin de ses navires. Nous le voyons à la suite de la guerre avec la Géorgie. La Russie a dû investir lourdement pour amener sa marine à un niveau ne serait-ce que proche du standard. Même alors, l'USNI souligne que la marine modernisée de la Russie n'est pas très différente de sa marine de l'ère soviétique. La stratégie tourne toujours autour d'une défense active basée à terre, ce qui conduit à la construction de navires peut-être moins capables d'attaquer des positions à terre. Là encore, la guerre en Ukraine en donne un exemple, l'USNI, indiquant que la Russie semble incapable de fournir un soutien naval direct au flanc de son armée depuis la mer. C'est surprenant étant donné à quel point la Russie a bien utilisé cette tactique même pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout cela aboutit à une marine qui, bien qu'impressionnante sur le papier, est bien moins capable qu'elle n'en a l'air. Pourtant, s'il est possible de penser que les échecs navals russes tiennent autant à la stratégie qu'aux armes, même si elles s'appuient encore sur des navires et une technologie soviétique, il n'y a aucune excuse pour les problèmes de gilets pare-balles que connaît le pays. Ces problèmes étaient évidents dès le début de la guerre. En mai 2022, Newsweek a rapporté un appel intercepté par le service de sécurité d'Ukraine qui aurait montré un soldat russe parlant à sa mère au téléphone de l'état de son gilet pare-balles. La mère demande au soldat ce dont il a besoin. La réponse du soldat, un gilet pare-balles. C'est juste que ce qu'on a maintenant est terrible. Ah, c'est... Mais ce n'est rien comparé à un rapport d'octobre 2022 publié dans Forbes. Il souligne que 2017 a vu la Russie annoncer qu'elle devait recevoir 200 000 ensembles de ses unités avancées de gilets pare-balles Ratnik, 2 avec des livraisons jusqu'à 2020, lui laissant 300 000 ensembles. Comme les gilets pare-balles occidentaux, le Ratnik 2 comprend une protection souple en aramide, censée protéger contre les éclats et les balles à faible vitesse, ainsi que des plaques en céramique pour se prémunir contre les balles de fusil. Cette protection n'avait pas trouvé son chemin jusqu'au champ de bataille ukrainien en octobre 2022. À la place, Forbes affirme que des troupes russes recevaient des gilets pare-balles soit inadéquats, soit dans certains cas faux. On rapporte qu'une réplique de l'armure standard russe conçue pour l'airsoft et le paintball a été livrée aux soldats. Cette armure n'était pas une armure du tout. Elle n'avait aucune résistance aux balles. Dans ce cas, il est possible que la corruption soit au cœur des échecs de la Russie plutôt que l'insuffisance. Par exemple, 2021 a vu un capitaine russe être condamné pour avoir volé et vendu 56 ensembles de gilets pare-balles sur Avito, l'équivalent russe d'eBay, ce qui soulève la question de savoir combien d'autres ensembles ont tout simplement disparu. Forbes suggère aussi que certains nouveaux recrues russes sont forcés d'acheter leurs propres gilets pare-balles au lieu que ceux-ci soient fournis de manière standard. Ainsi, la Russie semble avoir un problème à deux volets dans ce domaine. Non seulement elle remet des gilets pare-balles faux à ses soldats, mais elle semble être à court de sa vraie protection au point de forcer des conscrits à acheter ce dont ils ont besoin. Pourtant, si tout le reste échoue, au moins la Russie a ses armes nucléaires, non Poutine a affirmé plusieurs fois depuis le début de la guerre en Ukraine qu'il envisage d'utiliser des armes nucléaires tactiques dans le combat. De plus, il a formulé plusieurs menaces envers l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et ses membres concernant la possibilité d'une guerre nucléaire s'ils s'impliquent directement dans la guerre. Mais même la menace nucléaire de la Russie pourrait ne pas être aussi forte qu'on le croit.
Comme Wired le souligne, personne ne sait vraiment si les armes nucléaires vieilles de plusieurs décennies, qui composent une grande partie de l'arsenal russe, fonctionnent encore. Après tout, les armes nucléaires exigent de la maintenance. Les composants à l'intérieur ont des dates d'expiration. Ils sont sujets à l'oxydation, à la décroissance et à la fatigue des métaux. Il y a aussi le problème du tritium. Cet isotope essentiel est utilisé dans les bombes à hydrogène et a une demi-vie de 12,3 ans. Même si la Russie a des stocks de l'isotope qui se vendent 34 000 $ le gramme, ces stocks sont soumis au même niveau de décroissance. Au vu de ce que nous avons déjà vu avec la Russie, se rabattant sur tant de technologies soviétiques anciennes pour compenser le fait que ces armes modernes fonctionnent mal ou pas du tout en Ukraine, est-ce que quelqu'un peut garantir qu'elle entretient ses armes nucléaires ? Ou est-elle assise sur un stock de bombes en décomposition dont beaucoup ne produiraient guère plus qu'un pétard mouillé si elles étaient lancées? Nous ne pouvons que spéculer. Mais ce qui est clair, c'est que la corruption, un accent mis sur le développement d'armes de prestige, comme le Su-57, qui ne semble pas fonctionner, et une dépendance à la vieille technologie sont les principales raisons pour lesquelles les armes russes sont si mauvaises. La guerre en Ukraine n'a fait qu'exposer à quel point elles sont mauvaises, et sert peut-être de démonstration pratique de la raison pour laquelle tant de pays qui achetaient autrefois pour des milliards d'exportations d'armes russes se tournent désormais ailleurs. Mais qu'en pensez-vous? Les armes russes sont-elles vraiment aussi mauvaises qu'elles en ont l'air, ou la difficulté du pays à faire tomber l'Ukraine tient-elle à des facteurs tactiques? La Russie finira-t-elle par gagner la guerre, même si elle s'appuie sur des armes dépassées? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et merci d'avoir regardé la vidéo.